Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission politique de Beurre FM TV, Plein Feu, le vrai débat. Ce soir, nous allons accueillir Yann Brossat, tête de liste du PCF aux Européennes. Yann Brossat, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté de venir nous parler de votre projet pour l'Europe. Mais avant cela, je voudrais vous remercier au nom des associations, des Chibani, du Faubourg Saint-Antoine, parce que quand il y a eu ce problème du Faubourg, je sais que vous êtes venu avec le maire du 11e et d'autres personnes, mais que vous étiez engagé à reloger les Chibani dans des conditions dignes, ce que vous avez fait. Donc je voudrais que, tout le monde m'a dit de vous passer ce message, de vous remercier pour votre engagement et d'avoir tenu parole. D'abord, je vous remercie de vos remerciements. C'est vrai que c'est une cause à laquelle je tiens beaucoup. Je me souviendrai toujours de cet après-midi où j'ai visité cet hôtel qui était un hôtel absolument insalubre et des conditions dans lesquelles ces hommes qui avaient énormément travaillé en France vivaient. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit qu'on ne pouvait pas les laisser vivre dans des conditions pareilles. Et nous avons effectivement tout fait pour les reloger dans des conditions dignes. Et lorsque j'ai le plaisir de croiser l'un ou l'autre d'entre eux, ils me disent toujours la joie qu'ils ont de vivre maintenant dans des conditions qui soient des conditions normales. Après tout, ce sont des hommes qui ont travaillé toute leur vie et qui ont droit à un peu de repos dans un appartement normal. Bah, ça vous honore parce que je sais que, d'ailleurs, quand moi je les croise, ils me disent « Ah, brossa !» Et donc, bon, je sais que vous êtes venus à tous les pots, à tout ce qu'ils ont fait, et sur le terrain avec eux et tout. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a fait une cérémonie ensuite dans les salons de l'hôtel de ville pour fêter le relogement. Ben voilà, donc en tous les cas, voilà, c'est dit, parce qu'on reproche toujours aux politiques de ne pas tenir leurs engagements. Vous l'avez fait, donc je voulais vous le dire, parce qu'on m'a demandé de le dire quand ils ont vu que vous étiez là, notre invité. Bon, voilà. Je suis très heureux. Alors Yann Brossat, vous qui êtes donc tête de liste du Parti communiste pour les Européennes, quel est le regard que vous portez sur l'actualité aujourd'hui avec les Gilets jaunes, notamment, et puis après on parlera de l'élection aussi partielle à Évry, dans l'Essonne. Qu'est-ce que vous pensez de l'action, de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays ? Bon, d'abord, moi je partage la colère des Gilets jaunes et globalement la colère des Français qui en ce moment subissent une baisse de leur pouvoir d'achat. En particulier les Français modestes, les Français des petites classes moyennes qui travaillent et qui, avec les revenus du travail qu'ils obtiennent, n'arrivent pas à vivre correctement. Parce que c'est quand même ça la situation. Et ce que je trouve très choquant, et je pense que de plus en plus de Français partagent cette colère-là, c'est que le gouvernement a vidé les caisses du pays en donnant des cadeaux aux ménages les plus fortunés, notamment en supprimant l'impôt sur la fortune. La suppression de l'impôt sur la fortune, c'est 3,5 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année du budget de l'État. Et dans le même temps, le gouvernement demande aux familles modestes, celles qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, de faire des efforts supplémentaires avec la hausse du prix du carburant. Donc à un moment donné, les Français disent que ça suffit, les habitants de notre pays disent que ça suffit, et moi je partage leur colère. Alors Yann Brossat, justement, on parlait de ça, souvent on disait on va augmenter la prime, c'est-à-dire qu'on va leur donner 10 000 euros, donc une voiture qui vaut 23 000, elle coûte 13 000. Mais est-ce que ces gens, à votre avis, ils ont conscience que beaucoup de gens n'ont pas les 13 000, justement? Non, mais c'est là que ce gouvernement raconte n'importe quoi, parce qu'on est en train d'expliquer à des gens qui n'arrivent pas à payer un plein qu'il va falloir acheter une voiture neuve. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a à la tête du gouvernement des gens qui sont complètement déconnectés et qui ne comprennent rien aux difficultés de ces familles qui gagnent 1000, 1500 euros et qui n'arrivent pas aujourd'hui à joindre les deux bouts. Moi j'étais samedi dernier à la rencontre des Gilets jaunes dans le Nord, sur un parking d'un supermarché Leclerc. Il fallait voir la souffrance de gens qui n'y arrivent plus. J'ai discuté avec une mère de famille monoparentale qui élève seule sa fille et qui me disait, avec la hausse du prix du carburant, je ne sais même pas si j'arriverai à payer le cadeau de Noël de ma fille. Donc beaucoup de gens en sont là. Et donc le gouvernement aujourd'hui ne comprend pas du tout cette situation et il met la tête sous l'eau à des gens qui ont déjà des difficultés. Et est-ce que vous pensez, vous, parce que je vous ai entendu parler justement des transports et de dire que c'est bien de baisser la TVA, le prix des transports, est-ce que vous pensez que aussi, quand ils disent aux gens de prendre leur transport, est-ce qu'ils sont conscients qu'à 6h du matin, il n'y a pas de transport, qu'à minuit, il n'y a pas de transport pour aller en grande couronne? Est-ce que vous, à votre avis, ils sont conscients? Est-ce que ce sont des élus qui sont pas un peu déconnectés, je parle du gouvernement, du terrain? Est-ce qu'on peut pas se poser la question, est-ce qu'ils connaissent réellement leur terrain quand ils s'expriment, non? D'abord, vous savez, les députés macronistes, En Marche,
sont des gens qui n'ont souvent pas été élus locaux avant. Et je crois que beaucoup d'entre eux sont sans doute de très bons techniciens, des gens qui ont fait l'ENA, des gens qui ont fait des grandes études, mais qui ne comprennent rien à la vie quotidienne de beaucoup de Français. D'abord, ils ne comprennent pas, manifestement, que dans un certain nombre de territoires, il n'y a plus de transport en commun. Parce qu'il y a eu des milliers de kilomètres de lignes de train, de petites lignes, qui ont fermé au cours des dernières années. Donc, quand on est dans la ruralité, quand on est loin des centres-villes, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser sa voiture. Et donc c'est trop facile de la part du gouvernement de dire reportez-vous sur des solutions alternatives. Quand il n'y a pas de solution alternative, comment on fait sans sa voiture? Ça, c'est la première chose. Donc moi, je fais une proposition simple. Il faut arrêter de fermer des petites lignes de train. C'est une proposition qui est très simple et je pense que le gouvernement serait bien inspiré de faire ça. Et puis deuxièmement, souvent les transports en commun sont trop chers. Et donc je fais une deuxième proposition, c'est une TVA à 5,5%, donc une TVA réduite sur les transports en commun. Aujourd'hui c'est une TVA à 10%, je pense qu'il faudrait la baisser à 5,5%, comme n'importe quel produit de première nécessité, pour baisser le prix des transports en commun et pour que les gens puissent se reporter plus facilement, là où il y a des transports en commun, sur les transports collectifs. C'est presque à regretter, M. Brossac, que vous ne soyez pas député, parce qu'il y a peut-être besoin de faire entendre d'autres voix dans cette Assemblée, non ? C'est la vie, mais en tout cas, moi je pense que le gouvernement ne va pas pouvoir continuer à faire la sourde oreille comme il le fait en ce moment, parce que la colère qu'on entend, elle est énorme. Parce qu'il y a non seulement les gens qui se mobilisent avec les gilets jaunes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne se mobilisent pas, mais qui sont solidaires de ce mouvement, parce qu'ils partagent cette colère et cette révolte devant les injustices auxquelles on est confronté en ce moment. On ne peut pas avoir d'un côté des gens qui sont riches, qui se gavent et qui reçoivent des cadeaux du gouvernement, et puis de l'autre, une grande majorité de gens qui travaillent, qui font des efforts et qui dans le même temps n'arrivent pas à vivre. Oui, c'est dans ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on demande toujours les efforts aux mêmes, mais quand il y a l'embellie, c'est jamais ceux-là qui en profitent. C'est pas paradoxal un peu ce discours? Et puis surtout, le gouvernement explique que la mesure de hausse du prix du carburant, c'est pour l'écologie. Bon, d'abord, toutes les analyses du budget montrent que l'argent qui est prélevé par la taxe sur les carburants ne va pas vers l'écologie. Ça va dans le budget général, donc c'est pas fait pour l'écologie. Et puis deuxièmement, si on veut vraiment mettre en place une politique écologiste, et c'est nécessaire, pourquoi est-ce qu'on ne met pas à contribution les vrais pollueurs? Un exemple, aujourd'hui, quand on prend l'avion, on ne paye pas de taxe sur le kérosène. C'est pas normal. Alors que quand on utilise sa voiture, on est taxé. Or on le sait très bien, les gens qui prennent l'avion, globalement, sont des gens qui ont plus de revenus que les gens qui utilisent leur voiture tous les jours. Donc ça, c'est pas juste. Autre exemple, le gouvernement ne propose pas de mettre à contribution les compagnies pétrolières. Quand on voit qu'une entreprise comme Total, elle fait quasiment 10 milliards d'euros de profit par an, si on veut faire de l'écologie, il faut sans doute mettre à contribution Total et les compagnies pétrolières plutôt que d'aller emmerder la caissière qui a besoin de sa voiture pour aller travailler. Oui, parce qu'on a l'impression que les gens, ils aiment se mettre dans les bouchons par plaisir. Quand on les écoute, on a l'impression que nous, quand vous faites 1 heure et de bouchons, c'est pas par plaisir. Bien sûr, et puis il faut imaginer aussi les vies qu'ont beaucoup de gens qui passent des heures et des heures dans leur voiture parce qu'ils sont confrontés aux embouteillages. Ça fatigue, ça stresse. Et donc si en plus de ça, on vous dit vous allez payer plus cher parce qu'on va augmenter le prix des carburants, mais à un moment donné, les gens disent qu'ils en ont ras-le-bol et ils ont raison. Alors, il y a justement, on parlait de ras-le-bol, il y a une élection partielle dans l'Essonne. Le candidat soutenu par La République En Marche est arrivé en tête. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe par rapport justement à la colère des gens, aux situations? Et puis j'ai vu aussi que beaucoup de gens de gauche essaient de tergiverser, de savoir qui il fallait soutenir, alors que d'habitude on sait où est sa gauche quand même, on reconnaît quand même les siens. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? D'abord, moi, ma position, elle est très claire et je ne tergiverse pas. Quand on a au deuxième tour une candidate de gauche, en l'occurrence la candidate de la France Insoumise, et en face un candidat macroniste, moi je suis toujours pour faire gagner le candidat de gauche, enfin en l'occurrence la candidate de gauche Farida Amrani, donc je la soutiens et je la soutiens de tout mon cœur et je souhaite qu'elle gagne. Après, ce qui m'a frappé dans cette élection surtout, c'est l'ampleur de l'abstention. Parce qu'on a eu moins de 20% de participation. Alors c'est vrai que dans les élections partielles, on a toujours beaucoup d'abstention, mais ça doit quand même nous faire réfléchir sur l'éloignement de beaucoup de nos concitoyens vis-à-vis de la politique. Et donc si la politique ne se réinvente pas un peu, on aura toujours beaucoup de gens qui ne se déplaceront pas le jour du vote.
Est-ce que vous pensez justement aujourd'hui que pour se réinventer, il faut sortir que des logiques d'appareil et réfléchir à la gauche en général? Est-ce que vous êtes, parce que vous êtes quand même ce nouveau visage de la gauche française de demain, enfin on l'espère, parce qu'il y a quand même des gens comme ça qui se battent. Bien sûr, d'abord je suis effectivement tête de liste aux élections européennes, vous l'avez dit tout à l'heure, et le choix que j'ai fait en construisant cette liste, parce que c'est une liste de 79 noms, donc il faut prendre soin des gens qu'on va mettre sur la liste. J'ai décidé de mettre très haut sur la liste Marie-Hélène Bourlard. Marie-Hélène, c'est une ouvrière. Elle a été ouvrière jusqu'à il y a encore très peu de temps. Maintenant, elle est retraitée. Et elle est l'un des personnages de Merci Patron, le film de François Ruffin. Elle s'est notamment battue contre Bernard Arnault pour éviter la délocalisation de son entreprise, qui était une petite entreprise de textile. Elle était ouvrière dans la couture. Et je trouve que c'est très important que des figures comme celle-là, elles puissent être en politique et qu'elles puissent y compris être élues. Vous savez que quand on regarde le Parlement européen aujourd'hui, il y a plus de 700 députés au Parlement européen, il n'y a que 3 ouvriers. 3 ouvriers sur 700. Comment est-ce qu'on veut que les gens se reconnaissent dans la politique, alors même que dans les instances qui sont censées les représenter, il n'y a pas de gens qui leur ressemblent. Il y a 3 ouvriers sur 700. Donc moi je dis qu'en votant pour ma liste, on permettra à une femme comme Marie-Hélène Bourlard, qui a été ouvrière toute sa vie, de faire son entrée au Parlement européen. Et ça, je pense que c'est très très important. Si la politique ne ressemble pas au peuple, aux gens, eh ben, la politique sera inévitablement déconnectée. Et on se retrouvera avec, comme on a en ce moment là, des députés macronistes qui ne comprennent rien à la vie quotidienne des gens. J'allais vous dire que le Parlement français, il échappe pas là, et que j'ai pas vu beaucoup d'ouvriers, connaissant un peu, j'ai pas vu beaucoup d'ouvriers dans le Parlement français. Mais c'est dramatique. Vous savez que l'autre jour, j'ai débattu avec une députée macroniste sur une chaîne info qui m'a dit, de toute façon, le pouvoir d'achat, ça n'est pas un sujet pour nous. Non mais quand même, où est-ce qu'on en arrive? Le pouvoir d'achat, ça n'est pas un problème pour nous. Ça n'est pas un objectif, elle m'a dit. Et à la fin, elle a même continué, elle a dit d'ailleurs, le pouvoir d'achat, de toute façon, c'était une invention de Nicolas Sarkozy. Non mais, on a affaire à des gens qui sont complètement déconnectés. Après, j'ai regardé, elle a fait Polytechnique. Ah oui. Et là, on se dit quand même qu'on a affaire à des députés qui ne comprennent rien à la vie quotidienne des gens, qui n'ont jamais tenu une permanence, qui ne sont jamais allés sur un marché. Parce que quand on va sur un marché, on ne peut pas dire des bêtises pareilles. Ben oui, mais même si elle était productiviste, il faut quand même lui expliquer que pour sa production, des gens l'achètent. Et pour acheter, il faut un pouvoir d'achat. Je ne sais pas si c'est l'invention, mais en tous les cas, c'est une réalité sociale. Bien sûr, et quand même, ce qu'on constate en ce moment, et tous les chiffres le prouvent, c'est que le pouvoir d'achat des gens modestes, il n'a pas arrêté de baisser. Parce que quand on fait le compte depuis et même des retraités. Et des retraités. Parce que quand on fait le compte depuis le début de l'année, entre l'augmentation de la CSG, le gel des retraites, le gel des APL, le gel des allocations familiales, l'augmentation du prix du tabac, l'augmentation du prix du carburant, on a quand même affaire à un gouvernement qui a mis la tête sous l'eau aux ménages modestes, aux familles qui ont des petits revenus. Alors que dans le même temps, les seuls qui ont vu leur pouvoir d'achat augmenter, ce sont les familles les plus fortunées. Alors vous, donc, dans le programme que vous proposez pour l'Europe, qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi vos propositions fortes pour l'Europe? Un exemple tout simple. J'étais récemment dans les Hauts-de-France maintenant, on dit, enfin dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Voilà des terres qui ont été dévastées par les délocalisations. Et donc, ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que bon nombre de ces délocalisations, donc des entreprises qui sont parties... Les terres de Maurice Thorez d'ailleurs. Exactement, sont des délocalisations internes à l'Union européenne. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui étaient en France et qui sont parties en Roumanie, en Pologne, en Tchéquie. C'est pas normal. On n'a pas créé l'Union européenne pour se faire concurrence entre nous. Quand on nous a vendu l'Europe, on nous a dit l'Europe, elle va nous tirer vers le haut. Or aujourd'hui, elle ne nous tire pas vers le haut, elle nous tire vers le bas parce qu'on nous met en concurrence avec des pays dans lesquels le SMIC il est à 400 ou 500 euros. Donc ça, moi je dis que ça n'est pas possible et moi je suis favorable à ce qu'on interdise les délocalisations internes à l'Union européenne. On ne peut pas accepter que les pays se tirent dans les pattes à coup de délocalisation. Et on voit bien d'ailleurs les conséquences en cascade que ça a, parce que ce sont des gens qui se retrouvent au chomage et ce sont des territoires entiers qui aujourd'hui sont dévastés par cette désindustrialisation. Voilà un exemple concret. Et vous avez aussi d'autres propositions, parce que ça c'est une réalité. Aujourd'hui on voit bien que si l'Europe se fait concurrence, il y a un problème, alors que l'Europe a été construite pour coopérer, non? Mais bien sûr. Un autre exemple, la question de l'évasion fiscale. Il faut quand même voir qu'on a aujourd'hui en Europe 1000 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année à cause de l'évasion fiscale. On a en plus le scandale Carlos Ghosn en ce moment.
qui remet en lumière ce que représente l'évasion fiscale. On ne peut pas continuer à accepter que des entreprises ou des particuliers se débrouillent pour ne pas payer d'impôts, alors même que l'écrasante majorité des gens paye sa TVA, paye son impôt sur le revenu, rubis sur l'ongle. Donc ça n'est pas acceptable. Et donc je le répète, c'est 1000 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne. À l'échelle de la France, c'est 100 milliards d'euros chaque année qui partent en fumée à cause de l'évasion fiscale. Moi je dis, on ne peut pas accepter que ça continue comme ça. Et un certain nombre d'entreprises, je pense à Google, je pense à Facebook, je pense à Airbnb, se débrouillent pour ne pas payer d'impôts. Pourquoi ? Parce qu'elles localisent leurs bénéfices en Irlande, où le taux d'imposition est beaucoup plus bas qu'en France. Ça n'est plus possible. Et il faudrait qu'on ait, à l'échelle de l'Union européenne, un taux d'imposition qui soit le même. On ne peut pas accepter, là aussi, qu'on se fasse concurrence avec des taux d'imposition différents sur les entreprises, qui fassent que certaines entreprises se débrouillent pour ne pas payer d'impôts chez nous. Donc ça, très clairement, harmonisation sociale. Mais l'idée générale que moi je veux défendre, c'est que l'Union européenne, ça ne peut pas être la mise en concurrence. Ça n'est pas pour ça qu'on a créé l'Europe. On a créé l'Europe pour travailler ensemble, pour coopérer, pour être dans des logiques de partenariat, pas pour être dans des logiques où on se tire dans les pattes à coups de délocalisation et d'évasion fiscale. Donc l'harmonisation, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on vivra bien en Europe. Est-ce que vous pensez qu'effectivement ce manque d'harmonisation, c'est ce qui génère aujourd'hui le repli, le nationalisme, exacerbé parce qu'on voit bien le repli? Est-ce que ça vous inquiète pas, ça vous inquiète pas plus que ça, cette Europe qui est en train de se replier, qui est en train de vouloir fermer ses frontières? Parce qu'il y a aussi la question des migrants dans l'Europe. Est-ce qu'on doit avoir peur de l'autre? D'abord, je constate comme vous que l'extrême droite et le mouvement de repli, malheureusement, ils gagnent du terrain en Europe. Mais pourquoi est-ce qu'ils gagnent du terrain? Ils gagnent du terrain parce que les politiques libérales, les politiques de droite qui ont été appliquées depuis maintenant des années, ont désespéré beaucoup de gens. Et donc, un certain nombre de gens se disent, si l'Europe c'est ça, si l'Europe c'est les délocalisations, si l'Europe c'est le travail détaché, si l'Europe c'est tout ça, eh ben, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux fermer ses frontières. Et donc, la seule solution, à mon avis, face à la montée de l'extrême droite, c'est de prouver que l'Europe, elle peut porter un projet social. Parce que si on avait une Europe qui porte une espérance sociale, on ne se dirait pas, on va se barricader dans nos frontières nationales. Donc, moi, je suis convaincu qu'il faut réveiller ça et qu'il n'y a que comme ça qu'on fera reculer l'extrême droite. L'extrême droite, elle progresse quand il y a du chômage, quand il y a de la misère, quand il y a des injustices. Donc, il faut faire ce projet qui donne du progrès social à la grande majorité des Européens. Or, aujourd'hui, l'Europe, c'est pas ça. Oui, et donc là, vous, donc votre projet, effectivement, on voit bien que vous êtes plutôt aller vers l'autre, coopérer. Et est-ce qu'on pourrait, vous êtes pour une politique économique européenne harmonisée, co-construite avec tout l'ensemble des pays ou... D'abord, en matière économique, malheureusement, l'Europe, elle a aujourd'hui une politique, mais c'est une politique qui est très libérale. C'est une politique qui nous dit... Il n'y a pas d'harmonie. En tout cas, globalement, c'est quand même moins de services publics. Ça, c'est clair, ça. L'austérité budgétaire, donc on nous dit qu'il faut réprimer les dépenses, réduire les dépenses sociales. Bon, tout ça, ça ne produit pas du positif pour les gens. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on a surtout besoin de convergence sociale. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que l'Europe, elle nous tire vers le haut, au lieu de nous tirer vers le bas. Parce qu'aujourd'hui, elle nous tire vers le bas. Parce que quand vous mettez en concurrence des Français avec des Roumains, inévitablement, ça nous tire vers le bas parce que les Roumains partent de plus bas que nous. Et on nous dit en permanence, si vous voulez qu'on maintienne l'emploi en France, il va falloir faire comme les Roumains ou comme les Polonais. C'est pas possible ça. Il faut nous tirer vers le haut tous. Donc ça suppose aussi, en tout cas c'est une proposition que je fais, qu'on ait un SMIC européen. Alors évidemment en tenant compte du niveau de vie de chaque pays, mais qu'en tout cas on ait une harmonisation. Parce que s'il n'y a pas d'harmonisation, inévitablement, ça ne peut que mal se finir. Oui, parce que c'est vrai que tout le monde le sait, et qu'il faut cette harmonisation, et que s'il n'y a pas de SMIC européen, effectivement, comme vous dites, en tenant compte de certains impératifs et de la situation des pays, on est dans une concurrence déloyale aussi entre Européens. Bien sûr. Parce que vous vous rendez compte, je prendrai un exemple concret. On a décidé, en Île-de-France, de confier la fabrication des nouveaux RER D à Alstom. Oui. Alstom a une usine à Valenciennes. Donc normalement, ça doit faire travailler les ouvriers de Valenciennes. J'y suis allé la semaine dernière. Je me suis aperçu d'une chose, c'est que, en fait, les RER, ils ne seront pas fabriqués à Valenciennes. Ils seront fabriqués en Tchéquie
Et ensuite, l'assemblage uniquement se fera à Valenciennes. Et tout est comme ça. Et vous vous rendez compte que c'est quand même au départ une commande publique. C'est la région Île-de-France, enfin, c'est le syndicat des transports d'Île-de-France qui décide que c'est Alstom qui va fabriquer les RER. Eh bien, on n'a même pas le droit, à cause des règles de concurrence au sein de l'Union européenne, de décider qu'on veut que ce soit fabriqué en France et que ça profite à des travailleurs du nord de la France. C'est quand même pas normal. Donc il faut sortir de tout ça, à mon avis. Alors, je ne dis pas qu'il faut renoncer à l'Union européenne, mais il faut profondément réorienter l'Union européenne. Il faut que l'Union européenne, ce soit autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Vous défendez une Europe sociale. L'Europe des peuples, c'est la priorité absolue. Exactement. Moi, je défends une Europe qui porte du progrès social au lieu de porter de la régression sociale comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que dans cette Europe, il y a quand même de grands oubliés, c'est toutes les ONG, les associations, parce que en fonction des lieux, et surtout les syndicats. Et on peut pas. Est-ce qu'on peut continuer à travailler sans les syndicats? On l'a vu avec les Gilets jaunes et on essaie de les appeler parce qu'on les a disqualifiés. Est-ce qu'on peut continuer à les consulter, mais sans jamais appliquer ou tenir compte de leurs revendications, y compris au niveau de l'Europe? Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un exemple très concret qui me vient en tête. Récemment, le Parlement européen débattait d'une directive sur les travailleurs routiers, les travailleurs de la route. Il y a 3 millions de routiers en Europe, dont 10% d'ailleurs de Français. Travailleurs de la route, ils travaillent déjà dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et le Parlement européen débattait d'une directive qui allait encore dégrader leurs conditions de travail en espaçant leurs congés. Sachant que c'est quand même déjà un travail extrêmement dur. C'est pas par hasard si on les appelle les forçats de la route. Et il y a eu une mobilisation très forte des syndicats, mais qui n'ont pas été consultés en amont. Il y a eu une mobilisation très forte des syndicats, des parlementaires de gauche, qui ont réussi à faire échec à cette directive. Mais tout ça pour dire que les syndicats, l'Union européenne, elle ne les consulte qu'après que les décisions sont prises. Donc inévitablement, ça provoque des choses qui ne sont pas bonnes. Oui, on pourrait prendre aussi l'exemple justement de la SNCF, où ils n'ont pas voulu consulter l'ensemble des syndicats, où ils n'ont même pas voulu les écouter, et on avait même failli faire passer les cheminots pour des nantis. Mais bien sûr, alors que franchement, quand on connaît les conditions de travail des cheminots, ce ne sont pas des nantis. Mais je pense que le problème qu'on a en Europe, et particulièrement en France avec le gouvernement Macron, c'est qu'il ne respecte pas les corps intermédiaires. On a besoin de syndicats. Qui peut imaginer qu'on peut gouverner un pays comme la France sans tenir compte de ce que pensent les syndicats? Et je pense que le gouvernement français ferait bien d'être un peu plus modeste. Pas seulement de faire semblant d'écouter, parce que ça ne sert à rien de faire semblant d'écouter, mais de tenir compte de ce que disent un certain nombre de gens. Parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec les Gilets jaunes. Et c'est comme ça que le gouvernement se retrouve aujourd'hui avec une colère qui est une colère qui est diffuse, mais enfin qui est encore qui est très, très forte. Oui, mais il y a matière à avoir la colère, quoi. Ah, ça, c'est sûr. C'est là le problème. Et quand je vois qu'aujourd'hui, ils disent aux syndicats, on va dialoguer, mais ils ont eux-mêmes écrasé les corps intermédiaires, non? Exactement. Il y a une double colère, je dirais. Il y a une colère qui est liée à une question concrète, qui est la question du pouvoir d'achat, mais il y a aussi une colère dans notre pays qui est liée au mépris d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Et quand même, quand on repense à toutes les sorties d'Emmanuel Macron depuis maintenant 1 an, entre le moment où il va culpabiliser un chômeur en lui disant qu'il n'a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, entre le moment où il parle des ouvrières de GAD en disant qu'elles sont illettrées, il y a quand même beaucoup de mépris de la part de ce gouvernement. Et je pense que ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est quand même aussi un peu de respect pour les gens qui l'ont porté au pouvoir. Alors vous, qui êtes un homme de gauche, qu'est-ce qu'on peut dire aux Français? Parce qu'on voit bien, même s'il y a de la colère, de la défiance vis-à-vis de ce gouvernement, les gens ont besoin, et puis dans le discours, on voit bien qu'ils ont un besoin de gauche, parce que la question sociale qu'ils revendiquent, c'est une question de progrès et de gauche. Pourquoi ils ne se tournent pas vers la gauche, à votre avis? Bon, la gauche, elle a été quand même un peu dévastée par 2017. L'année 2017 a été très dure pour la gauche. On s'est quand même retrouvé exclu du 2e tour de l'élection présidentielle. C'était la 2e fois depuis 2002. Donc c'est un épisode qui est très dur et on ne peut pas imaginer que la gauche, en 1 an, se reconstruit de zéro. Cela dit, moi ce que je ressens aujourd'hui dans le pays, c'est un besoin fort de justice sociale. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui se gavent pendant que la grande majorité des gens craquent, n'en peut plus, a du mal à joindre les deux bouts. Donc il y a besoin que la gauche se réveille. En tout cas, moi, je veux contribuer à ça.
Alors écoutez, c'est vrai que... Et donc aujourd'hui, vous pensez que nous devons reconstruire, revenir sur les idées. Est-ce que vous pensez que la gauche, elle a saisi tous les enjeux, tous les défis du XXIe siècle? La gauche, elle a encore du travail à faire, notamment sur son projet. Mais en tout cas, je pense, moi, qu'on a besoin de la gauche, vraiment. Et il y a tellement d'injustices dans ce monde. On est quand même dans la 6e puissance économique du monde, la France, et on a 9 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants. Une famille sur 5 qui n'arrive pas à prendre 3 repas complets par jour. On a les restos du cœur, les permanences du secours populaire qui sont blindées en France. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin que la gauche se réveille. Et pour ça, il y a du travail, mais il y a en tout cas beaucoup de gens qui attendent ça. Moi, j'attends ça et j'ai envie de contribuer à ça. Alors, il y a aussi un sujet sur lequel vous travaillez, que vous connaissez aussi bien, c'est le logement. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup trop de mal logés, de gens pas logés du tout en France. C'est fou. Et quand on voit la situation dans laquelle on est à Paris, vous savez qu'à Paris, on a 5000 personnes qui dorment dehors chaque nuit. Alors, on a pourtant beaucoup fait. Paris consacre 500 millions d'euros au logement social chaque année. On a ouvert plus de 1500 places supplémentaires d'hébergement. Mais on a des difficultés qui restent énormes pour une raison très concrète. C'est que le logement privé reste trop cher. Les loyers dans le secteur privé sont trop chers. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de remettre en place l'encadrement des loyers. On a dû faire pression sur le gouvernement dans le cadre de la loi qui a été adoptée sur le logement pour remettre en place cet encadrement des loyers, c'est-à-dire faire baisser les loyers dans le secteur privé, et ce sera une manière de redonner du pouvoir d'achat. Et donc c'est aussi, dans le cadre du logement, il y a eu le plan pauvreté, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est un véritable plan, ou vous pensez quoi de ce plan Vous savez que le plan pauvreté, j'ai fait le calcul. Le plan pauvreté, ça représente pour les ménages les plus pauvres 62 centimes par jour. La suppression de l'impôt sur la fortune, décidée par ce même gouvernement, c'est un cadeau pour les plus riches de 33 € par jour. Les pauvres, 62 centimes par jour, les riches, 33 € par jour. Donc ça montre quand même le peu de cas que le gouvernement fait de ces 9 millions de pauvres qui vivent dans notre pays. Et donc non, je ne pense pas que le gouvernement aujourd'hui est une vraie politique de lutte contre la pauvreté. Quand le gouvernement a par exemple décidé de baisser l'APL en expliquant que 5 € par mois c'était rien du tout, parce qu'ils ont quand même expliqué que 5 € par mois c'était rien du tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que des ménages, des familles n'ont pas pu payer leur loyer. Et on a eu cette année un record d'expulsion locative, donc des familles qui se sont retrouvées dehors parce qu'elles ont été virées de leur logement, parce qu'elles étaient en situation d'impayé et qu'elles n'arrivaient plus à payer leur loyer. Mais le gouvernement est responsable de ça, parce qu'il ne fallait pas baisser l'APL. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Donc non, je pense que le gouvernement a cherché à faire de la com en créant un plan pauvreté. Mais c'est rien du tout par rapport à la difficulté qu'on a dans notre pays aujourd'hui en matière de pauvreté. Nous, par exemple, sur ma ville, il y a des gens qui vont à Leclerc pour acheter la baguette à 35 centimes. Ouais, donc imaginez-vous ce que ça représente 5 € pour une famille, quoi. Bien sûr. Mais là aussi, quand des députés expliquent que 5 € c'est rien, ça veut quand même dire qu'ils ne comprennent pas la vie quotidienne des gens. Yann Brossand, en tous les cas, merci d'être venu nous parler de votre projet. En tous les cas, on compte sur vous. Je pense que moi, c'est pas la mais qu'effectivement, la gauche a besoin de renouveau. Et si vous êtes relevé, on peut se rassurer. Donc j'espère que vous reviendrez nous voir et pour nous parler. Et écoutez, bon courage pour ces Européennes. Et puis, ça fait aussi, c'est bien d'avoir des nouveaux visages. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans votre émission Plein Feu le vrai débat. Merci à vous de nous suivre et de votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous.